Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode, l'épisode 7 de la première saison sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose de très important et source de conflit, ce sont les devoirs. On va essayer de voir justement comment on peut gérer ces devoirs sans cri ni larmes pour votre enfant. C'est pas toujours évident. Mais on va essayer de voir comment on va pouvoir transformer ce moment de devoir laborieux en cri, le moment où j'ai pas envie de le faire, je veux pas le faire, mais si je l'ai fait, etc. Un moment où on a de la coopération, une complicité avec son enfant, sans que on soit le tortionnaire pour notre enfant parce qu'il a des devoirs. Voilà. On va voir que du coup, d'avoir un rituel serein et efficace, et surtout, je vais vous donner des méthodes qui fonctionnent pour créer un moment de travail efficace et surtout que ça ne soit pas compliqué pour vous. Parce qu'en fait, il faut vraiment bien se dire ça, c'est-à-dire que pourquoi il est difficile ce moment? Bah, bon, mais déjà, au niveau de l'enfant. Au niveau de l'enfant, on a eu une longue journée d'école, l'enfant a besoin de décompresser, ça c'est sûr. Son cerveau, il a travaillé intensément toute la journée et sa capacité de concentration forcément est limitée. Et les devoirs, ils arrivent justement à ce moment-là, au pire moment, quand la fatigue s'installe. Donc là, c'est déjà un peu compliqué pour travailler. De votre côté, par contre, du coup, vous n'avez pas que votre enfant. Vous avez le travail, vous avez les tâches ménagères, vous avez à nouveau et l'accompagnement scolaire à rajouter. Donc forcément, c'est pas si évident que ça. On a une surcharge cognitive sur tout ça, que ça soit pour un papa, que ça soit pour une maman. Et donc là, c'est toujours très compliqué. On a des tensions qui se créent, on a notre fatigue nous-mêmes, et donc il suffit que notre enfant ne comprenne pas directement ou chouine un petit peu ou etc. pour que nous, ça nous fasse dégoupiller et que derrière, on s'énerve plus rapidement. Voilà, donc c'est deux choses qui sont compliquées, c'est ce qui crée vraiment des éléments de conflit quand il y a le travail. Voilà. Mais bon, vraiment, ce moment, ça pourrait devenir un temps privilégié de connexion parent-enfant. Et c'est l'occasion justement de valoriser les apprentissages et de développer l'autonomie et de renforcer la confiance en soi. Qui est trois choses très importantes que j'avais dit dans mes précédentes vidéos pour que justement l'enfant s'ancre sur son travail scolaire et se dise en fait j'y vais pas que pour les notes, j'y vais aussi pour apprendre, pour me développer et pour gagner en maturité. Et ça, c'est un moment très important, le moment des devoirs, pour avoir cette connexion avec votre enfant, pour créer ça. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à réaliser des bonnes stratégies pour que le devoir soit plus une corvée, mais plutôt un rituel positif qui prépare son enfant à devenir un apprenant confiant et autonome. Alors, j'en entends beaucoup qui disent, ouais, mais les devoirs, ça serait vraiment bien qu'ils fassent tout à l'école et puis qu'il y ait plus de devoirs à la maison. Euh, je peux le comprendre en termes de fatigue, voilà. Mais en fait, c'est que le vrai rôle des devoirs, euh, il n'est pas que en lien avec on n'a pas fini de faire tout ce que, enfin, les professeurs n'ont pas fini de tout ce qu'ils devaient faire dans la journée, et donc du coup ils donnent du travail. C'est pas ça en fait. C'est pas réellement ça. C'est plutôt que les devoirs sur la mémorisation, c'est très important parce que ça permet d'ancrer les apprentissages dans un autre moment, dans un moment H+1 ou H+2 ou H+3. Donc 2 heures après, 3 heures après, 4 heures après d'avoir cet élément-là. Donc, les devoirs, ça permet, voilà, de réviser, de consolider ce qui a été vu en classe. Et on le sait très bien, au niveau cognitif, on le sait très bien, en termes de métacognition, que la répétition aide le cerveau à mémoriser durablement les connaissances. Voilà. Il n'y a pas que ça, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais du coup, en classe, on pourrait répéter régulièrement, ce qui est déjà fait, bien sûr. Mais ça sert aussi à développer l'autonomie des devoirs.
Ça va leur permettre d'apprendre à s'organiser, à gérer son temps et à travailler seul, Ça, c'est des compétences essentielles qu'ils vont utiliser dans leur vie future, que ça soit dans les tâches ménagères qu'ils vont réaliser pour aider leur famille, que ça soit pour eux à développer leur hobby, hein, si justement ils aiment tel sport, ils aiment tel tel moment culturel, ils aiment tel hobby tout seul, et il va falloir qu'ils apprennent à s'organiser pour développer leur hobby. Pareil, pour gérer leur temps, par rapport à ça. Mais on le voit aussi dans les différents métiers. Dans les différents métiers qu'ils vont réaliser plus tard, il va falloir qu'ils apprennent à s'organiser, il va falloir qu'ils arrivent à gérer son temps et il faudra qu'ils arrivent à travailler seuls. Et ça ne s'acquiert pas en se disant, du coup, quand ils seront plus âgés, ils y arriveront. Alors oui, ils seront un peu plus aptes parce que leur cerveau aura un peu plus de maturité. Je reviens justement sur une vidéo que j'ai réalisée sur la maturité du cerveau, mais pas que. C'est-à-dire sans apprentissage pour notre cerveau à réaliser cette autonomie, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pas le cerveau qui se réveille d'un coup en disant, ben ça y est, je suis autonome. C'est pas possible. Et aussi, le rôle des devoirs, ça va permettre de créer une habitude, un rituel régulier, qui construit une discipline, qui deviendra de plus en plus naturelle et qui facilitera tous les apprentissages naturels. Voilà. Heu, L'intérêt de devoir, c'est pas uniquement de saouler l'enfant et l'élève, pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est vraiment se développer son cerveau, développer le cerveau de l'enfant pour se développer dans la vie future. Voilà. Et bien sûr, les devoirs ne visent pas la perfection, mais plutôt la pratique et la progression. Voilà. Chaque petit effort compte et mérite d'être célébré. Ça, on va y revenir juste après. Alors, comment on peut mettre en place du coup ce petit rituel? Donc déjà, il va falloir avoir un espace dédié. Alors des fois, c'est pas si évident que ça d'avoir une chambre à soi, parce que il est possible qu'il y ait dans la famille 2 ou 3 enfants et que du coup on partage la chambre, et ça, il y a aucun problème. Mais d'avoir un coin calme, bien éclairé, avec le matériel à portée de main, c'est très important. Soit, ben du coup, si on est seul dans la chambre, c'est très simple. Si on est plusieurs dans la chambre, on peut se dire, ben là, maintenant, tu as ce moment-là dans cette chambre et ton frère, ta sœur, ben du coup, elle va jouer ou il va jouer un peu plus loin pour que justement tu aies ce petit moment-là. Ou on délocalise, on se dit, ben toi tu vas aller dans le salon pendant que ton frère ou ta sœur va jouer, et puis après on tourne. Ou tous les deux ou tous les trois sont en même temps en train de travailler dans cet endroit calme. En fait, il y a plein de possibilités du coup pour réaliser. Mais surtout, éviter tout ce qui est télé, tout ce qui est jeu visible à côté. Parce que là, forcément, votre enfant va être tenté ou va se dire, bon, ben, le jeu fait rapidement parce que du coup, comme ça, je vais être devant la télé ou je vais être devant mon jeu que j'aimerais, que ce soit jeu de société, jeu vidéo ou autre. Voilà. Il faut identifier le bon moment. Je vais vous donner des indices pour identifier ce bon moment. Pour moi, il me semble que c'est après un goûter ou un temps de pause, un petit temps de pause, pas une heure de temps de pause, mais bon, j'y reviendrai sur ce temps. Et surtout, qu'il y ait une routine stable. Il faudrait maintenir les horaires réguliers selon selon le métier que vous faites aussi, selon l'autonomie, le niveau d'autonomie où en est votre enfant, hein, parce que c'est pas toujours évident. Je dis ça parce que si vous rentrez tout le temps à 5 heures, c'est plus simple pour vous. S'il y a des jours où vous rentrez à 5 heures, d'autres jours où vous rentrez à 7 heures, c'est déjà un peu plus compliqué pour avoir cette routine-là. En tout cas, pour débuter la routine, parce que l'idée c'est que l'enfant soit autonome sur cette routine après. Mais il faut quand même l'amorcer. Et puis des fois, vous rentrez tout le temps à 19 heures ou à 20 heures, et là, du coup, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc il faudrait envisager, il faudrait voir comment on pourrait réaliser ça. On peut le délocaliser, c'est-à-dire on pourrait créer une routine qui est réalisable le week-end pour qu'après, petit à petit, on donne de l'autonomie à l'enfant. Donc voilà, il y a des choses du coup qui sont à faire. Mais bon, j'y reviendrai sur ça. Mais vraiment, d'avoir des horaires réguliers, ça permet d'avoir un cadre, et ce cadre
cadre, on le sait très bien, dans les enfants, notamment les très jeunes enfants, ça les rassure. Ça les rassure, et du coup ça, et pour vous, ça va limiter la négociation, ah, votre enfant, on le connaît tous, ça, en tant que parent, qui dit: «Oui, non, mais attends, je vais faire ce puzzle d'abord, ou je vais d'abord jouer à ça et puis après je m'y mets». Ah non, on a déjà ciblé les horaires, donc on s'y plie. Voilà, un peu à l'image à l'école, beh, du coup ça sonne à 8h, 8h30, 9h, peu importe. Donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on travaille et puis il n'y a pas de négociation, directe. Voilà. Alors, les étapes d'un rituel réussi, j'ai essayé de les mettre en place en 5 étapes. Alors déjà, 1er temps, c'est le temps de transition, donc c'est le moment goûter. Alors, goûter, jeu libre, discussion, voilà, c'est comme vous voulez, mais en tout cas un moment de détente après l'école de 15-20 minutes. Alors, ça va dépendre où on est, hein, c'est-à-dire que dans une école primaire, peut-être un peu plus simple, dans un, collège ou lycée, si le collège ou lycée est plus loin, s'il y a une demi heure, 45 minutes, voire 1 heure, de trajet, hein, ça dépend où est le collège et le lycée, notamment dans les zones rurales, ben là, ça va être toujours un peu compliqué d'avoir ce petit temps de pause tout en non plus ne grignotant pas sur le moment où il va manger, où il va se détendre avant de dormir, parce que sinon il va dormir, il ou elle va dormir tard. Donc voilà, donc c'est toujours un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre 15-20 minutes. C'est pour ça aussi que j'ai mis que c'est un petit goûter, mais ça peut être un jeu libre ou une discussion avec vous. Comment ça s'est passé la journée? Est-ce que tu veux me raconter? Est-ce que tu veux qu'on parle d'autre chose? Voilà, voilà, un sas en fait qui permet à l'enfant de décompresser avant de se remettre au travail. Voilà. 15-20 minutes, moi je pense que c'est idéal pour que le cerveau souffle. Voilà. Après, pour moi, ça serait l'inventaire. C'est-à-dire, on regarde ensemble le cahier de texte ou l'agenda, selon ce que l'enfant a, et on liste les devoirs et on estime à peu près le temps nécessaire pour chaque tâche. Je reviendrai aussi sur le temps de travail, quand ça alarmé et quand c'est du normal. Voilà. Donc voilà, cette étape va développer l'organisation pour votre enfant, parce que à terme, du coup, il va faire ce rituel-là, va se surligner, se barrer au fur et à mesure ce qui a été fait et se le liste dans la tête. Et il voit un peu le travail conséquent ou qu'elle va avoir. Ça joue aussi sur la motivation. Et après, petit 3, on rentre dans le plan d'action, c'est-à-dire, du coup, on est dans le travail. Laissez votre enfant choisir par quoi il commence plutôt que de dire ah ben ça c'est long, on va commencer par ça, parce que là du coup on va partir, on est bien d'accord qu'on est sur un enfant qui potentiellement est un peu fatigué par rapport à sa journée. Si on commence sur quelque chose où on est sur de la contrainte, on est sur du dur, dès le début ça va être compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que, il va choisir, je pense, il ou elle va choisir je vais dire votre enfant, donc il va choisir souvent le plus facile pour après, entrer doucement dans le travail. C'est pas mal, parce que du coup, petit à petit, il va gagner en en, mmh, en autonomie, mais surtout il va gagner en confiance. Il va se dire: «Ah ben c'est bon, j'y suis arrivé là, ça y est, j'ai une tâche en moins, allez je passe à la deuxième et voilà. Ça va créer quelque chose de positif. Voilà. On peut prévoir des courtes pauses si on voit que son enfant est fatigué. Voilà, des petites pauses de 5 minutes, un petit moment de détente, une petite musique douce de 5 minutes ou une petite musique, bah, pas forcément douce, mais qu'il aime. Voilà, ça peut être pas mal. Tout va dépendre de votre enfant, comment il est, par rapport à la fatigue, comment il est, voilà. Donc fixez vraiment des mini objectifs. Un accompagnement discret, alors ça va dépendre de l'âge, donc ça j'y reviendrai aussi dans ma vidéo. Ça va dépendre de l'âge de votre enfant, mais essayez de rester disponible et à proximité, mais sans être constamment au-dessus de son épaule. De un, parce que ça crée pas l'autonomie si vous êtes au-dessus de son épaule tout le temps. Et de deux, ben parce que vous savez pas que ça va faire. Il faut que vous fassiez les tâches ménagères, que vous fassiez du coup peut-être du travail que vous avez apporté à la maison. Voilà, en fait, ou même vous avez votre vie, vous avez vos hobbies, vous voulez regarder une petite vidéo voilà, il y a aussi votre moment de décompression à vous aussi, il faut penser à soi aussi. Donc du coup, c'est du gagnant-gagnant. On crée l'autonomie, vous êtes présente quand même ou vous êtes présent quand même et en plus de ça, vous soufflez un petit peu. Voilà, donc par contre, votre présence, elle va rassurer. C'est-à-dire que
en lui disant juste, bon écoute, je te laisse faire, mais je suis pas loin, si tu as besoin de moi, tu me dis, cette simple phrase, ça crée l'autonomie, ça le saoule pas en disant, ah, purée, ça me saoule qu'on soit derrière mon dos, et vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et après, la dernière étape qui est souvent sous-estimée, mais pour moi qui est très importante, c'est la valorisation finale. Donc, c'est de terminer ce rituel de travail par un moment positif. C'est-à-dire, on relie ensemble le travail qu'il ou qu'elle a fait, on souligne les efforts et on célèbre le travail accompli. Oh, t'as vu tout ce que tu as fait, c'est super. Là, t'y es pas arrivé, mais c'est pas grave parce que là, tu t'es marqué les questions à poser à ton professeur, donc tu vas avancer, tu vas évoluer, c'est super. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que j'entends beaucoup de parents qui me disent, en tant que professeur, parce que je suis professeur de mathématiques, je le rappelle, ils me disent, ah oui, mais moi je sais pas faire, je me suis arrêté en quatrième, et là c'était au niveau troisième, je me suis arrêté en niveau troisième, mais là je suis au lycée, je sais pas faire, comment je fais? Surtout, c'est pas faire à sa place. C'est pas ça, parce que faire à sa place, ou même comme on voit dans les petites classes faire le devoir maison à sa place, etc., ça va pas lui servir à l'enfant. Au contraire, ça va pas développer son autonomie, ça va pas le rendre actif sur son travail. Voilà. Moi, ce que je conseille, j'ai essayé de prendre des exemples, c'est le à faire et à éviter. À faire, ben, poser des questions ouvertes. Alors, t'y es pas arrivé à ça, mais comment t'aurais pu t'y prendre? Qu'as-tu appris en classe sur ce sujet? On a une verbalisation comme ça. Il vous verbalise les choses et ça permet de développer les apprentissages de verbaliser. Et on va guider comme ça sa réflexion sans donner la réponse directement. Voilà. Donc, à éviter faire le travail vous-même. Il faut résister à cette tentation de gagner du temps en te disant, ben, allez, t'arrives pas à faire 3 plus 4, je vais te dire que ça fait 7 et puis c'est bon. Voilà, ou dire, ben, tu vois pas, ben là, il faut faire une addition dans ce problème. Et là, on lui fait l'addition, mais là, il n'a pas modélisé le problème, et du coup, il n'est pas arrivé à trouver quelle était l'opération. Donc non, il vaut mieux pas. Là, on va priver son enfant de développer ses compétences et surtout sa confiance en disant, ben, heu, déjà il n'arrivera pas à trouver, mais en plus vous lui dites donc pour lui, il y aura un ressentiment, même si c'est pas direct, de, bah, oui, ben, heureusement que ma maman ou mon papa me l'a dit parce que moi j'y serais pas arrivé tout seul parce que je suis nul, quoi. Voilà, donc ça, à éviter. Et je sais que c'est pour bien faire, hein, qu'on dit ça, mais voilà, je pense que c'est l'idéal, voilà, de faire ça. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Enfin, une deuxième chose plutôt. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est découper. Découper en étapes. C'est-à-dire, on a un exercice complexe, on a un problème avec plusieurs étapes. Ben, du coup, on peut diviser en petites actions en disant, bah, alors, qu'est-ce que tu devrais faire en premier? Ben là, il vous dit, ou relis l'énoncé, la première phrase, c'est quoi? Ah, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire là? Vous n'avez pas donné la réponse. Vous avez juste découpé en plusieurs étapes pour qu'après, justement, il puisse avancer et qu'après de lui-même, il y arrive petit à petit à faire un exercice complexe. Éviter de corriger immédiatement. On laisse son enfant terminer avant d'intervenir. Euh, Toutes les erreurs qu'il va réaliser sont vraiment des opportunités d'apprentissage. C'est pas des échecs. Il faut pas se dire ça. Il faut pas se dire ah oui mais il n'y est pas arrivé ou il a faux donc il va y avoir un sentiment d'échec et donc du coup il va se sous-estimer. Donc il faut faire des échecs pour repartir, bien repartir. Donc moi-même je conseille même de jamais corriger. C'est-à-dire que on va corriger en classe, donc l'enfant va voir que c'est juste, va voir que c'est faux, et quand c'est faux, il va falloir le pousser au contraire à poser des questions, en disant: «Tu pas compris ça? Pose des questions» et comme ça va l'aider. Ça va aider les autres élèves aussi qui se l'étaient posé mais qui ont oublié la question et là, c'est du gagnant-gagnant. Alors, comme je l'ai dit, il faut adapter selon l'âge de l'enfant, tout ce petit rituel, notamment sur votre présence. En élémentaire, entre 6 et 10 ans, on est quand même sur des jeunes enfants, donc moi je conseille une présence proche et régulière. Parce que là, l'autonomie va pas se créer du jour au lendemain comme ça, c'est trop compliqué encore, ils sont encore jeunes. Voilà, et donc là, on a des enfants qui ont besoin d'être guidés pas à pas.
avec des petites pauses chaque 15-20 minutes parce que c'est un peu trop long si on dure 1 heure. Là, c'est clair, c'est clairement pas le cas. Alors après, en élémentaire, j'y reviendrai après, mais on devrait être moins à moins d'1 heure. Hein, on devrait être à une demi-heure de travail, une demi-heure 45 minutes de travail, pas plus. Hein, voilà. Voilà, utiliser les supports visuels comme des timers colorés ou des listes à cocher pour maintenir sa motivation. Ça peut être pas mal. En se disant, bon allez, on va se planifier ce temps de travail, on a notre petit timer coloré, on a une petite liste de choses à faire, on se coche au fur et à mesure. Ça crée un peu de jeu, on va dire, et de la motivation. CM1, CM2, donc là, on va arriver au collège. On est proche du collège, donc ça c'est une période de transition vers l'autonomie pratiquement totale au collège, pratiquement parce que c'est quand même pas une autonomie totale. Voilà, donc là on commence à s'éloigner progressivement, tout en restant disponible, comme je l'ai dit, dans une pièce adjacente, et on encourage à utiliser l'agenda et la planification hebdomadaire qui va être utile au collège, parce que des fois il y aura des exercices d'une semaine sur l'autre ou des exercices 3 ou 4 jours après et pas du jour au lendemain. Donc voilà, donc il va falloir accompagner cette partie-là. On favorise l'autonomie complète au collège. Alors, je sais qu'en sixième, c'est encore un peu compliqué, mais il faut quand même en cinquième, en quatrième, et alors surtout en troisième, on soit sur une autonomie complète. Voilà. Donc, moi, je vous conseille à ce moment-là au collège d'avoir un contrôle en amont, c'est-à-dire vérification de l'agenda, de verbaliser votre enfant en se disant qu'est-ce qu'il il faut faire ci, ça et ça, ok. Même lui ou elle-même, elle fait une liste. Et en aval aussi, un contrôle en aval, où on fait la révision du travail fait et on a toujours cette touche, ah ben tu vois tout le travail que tu as accompli, la partie valorisation. Voilà. Et on intervient uniquement sur demande, ou en cas de difficulté repérée, si vous le voyez ou si vous êtes dans les parages, vraiment proches. Voilà. Mais l'idée, c'est de responsabiliser plus, que votre enfant comprenne qu'il faut qu'il écrive les questions pour que justement il puisse les poser à l'adulte, donc au professeur. Ça, c'est vraiment très important pour être autonome. Alors après, quels sont les signaux d'alerte où il va falloir faire autre chose que vous être là et à vous épuiser et à ce que votre enfant s'épuise. Donc les signaux d'alerte, c'est quand on a un temps excessif passé sur les devoirs. Si on fait plus de 2 heures de travail en collège le soir, il y a un gros problème. Clairement, il y a un gros problème. Déjà, normalement, avec les heures d'études au collège, etc., s'ils travaillent plus de 1 heure à la maison, c'est déjà compliqué. 1 heure et demie. Allez. Là, déjà, c'est quand même compliqué. Si on a des crises émotionnelles répétées et intenses. Alors, en primaire, c'est pareil. S'ils travaillent plus d'1 heure, il y a un problème. Hein. Donc, crise émotionnelle répétée et intense, c'est toujours, mais un drame. C'est vraiment les dramas tous les jours, etc. On a un évitement systématique ou une démotivation profonde. Mais je sais pas pourquoi je fais ces exercices parce que je suis nul, parce que j'y arrive pas. Non, ça y est, j'ai tout fait. Regarde pas l'agenda, c'est bon, j'ai tout fait, alors qu'en fait, il y a tout à faire. Voilà. Ou on rechigne, au limite on pleure, etc. C'est compliqué. Ou on a les résultats qui ne reflètent pas du tout les efforts fournis. C'est-à-dire que votre enfant travaille 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et il a des résultats qui sont de 2, 3, 4 ou 5 sur 20, ou en compétences, on n'a que des maîtrises fragiles ou maîtrises insuffisantes. Là, il y a un problème. Alors, d'accord, très bien, on a listé les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, moi, je vise deux choses. Déjà, de dialoguer avec l'enseignant. Vraiment. À ce moment-là, quand vous le voyez tôt, euh, écrivez un message sur le NT, si vous avez un ENT par messagerie. Écrivez un message sur le carnet de liaison, correspondance. Voilà, peu importe, mais demandez à l'enseignant de vous voir ou même de s'appeler. Voilà. Pour comprendre si les difficultés sont généralisées ou spécifiques, du coup. C'est pour ça que moi je conseille d'abord au collège en tout cas, d'appeler ou de prendre rendez-vous avec le professeur principal et après voir avec les différents professeurs où il y a un souci.
Bien sûr. Donc pouvoir, quelles seraient les choses. Et après, potentiellement envisager un bilan avec un professionnel, que ça soit orthophoniste, psychologue scolaire, si les blocages persistent. Parfois, il y a des troubles comme la dyslexie, la dysorthographie, un TDAH, qui peut compliquer les devoirs, sauf qu'un diagnostic précoce va permettre, d'adapter l'accompagnement en classe, va permettre d'aménager les choses, pas pour dire: «Bon, on fait à sa place», pas du tout, mais il y a des aménagements réalisables et faisables rapidement pour que du coup, l'enfant se développe comme les autres. Comme tous, parce que tous, on peuvent avoir des problèmes, mais c'est pas, comment dire? C'est pas une maladie, si on a une dyslexie, dysorthographie ou un TDAH. C'est plutôt, une adaptation parce que du coup, on peut pas réaliser un apprentissage dit «normal». Je dis bien «dit normal» entre guillemets parce que il y a jamais d'apprentissage normal. Voilà. Mais ça, souvent on le fait un peu tard parce qu'on est, dans le déni et je le comprends en tant que parent, je le comprends tout à fait. Mais c'est vrai que quand on le fait assez de façon précoce, on anticipe et ça crée plus ces problèmes-là de devoirs à la maison et d'incompréhension, l'un comme l'autre. C'est-à-dire l'incompréhension de votre enfant, que vous vous énerviez ou que vous soyez toujours sur son dos pour les devoirs, et que vous, ben, vous aimeriez avoir des moments bien avec votre enfant et pas des moments où vous êtes le maton où vous êtes là à l'engueuler tout le temps, en fait. C'est ça le problème qu'on peut avoir, parce que vous aimeriez plutôt avoir des moments bien avec votre enfant, ce que tout le monde veut. Donc, en résumé, le rituel idéal, c'est hem, un rituel court, donc comme je l'ai dit, 30-45 minutes en élémentaire à peu près, 1 heure à 1 heure et demie au collège. Quand c'est plus de 2 heures, il y a un souci, voilà, parce qu'en plus il y a des heures d'études, voilà, pas plus. Je pense que ça c'est jouable en termes de devoirs. Voilà. De toute façon, au-delà de ça, l'efficacité chute drastiquement, par rapport à la maturité du cerveau, par rapport à l'âge. Donc, voilà, ça c'est des études sur le cerveau. Je vous rappelle du coup que j'avais fait une vidéo sur, le cerveau, dans un autre épisode. Il faut que ça soit régulier, même heure, même lieu, chaque jour d'école, pour que du coup on crée une routine qui crée des automatismes et qui facilite la mise au travail. Il faut que on soit, dans un endroit calme, en tout cas une ambiance sereine, sans qu'il y ait du passage incessant, sans qu'il y ait des jeux, sans qu'il y ait des cris. En tout cas, on essaye de faire au mieux, hein, le plus possible. Je sais que c'est pas toujours évident pour tous. Voilà. Mais vraiment, cette bienveillance de respect sur son travail, sans pression, sans comparaison, une ambiance sereine, beh, ça va favoriser la concentration et l'apprentissage. Et puis la bienveillance, c'est la bienveillance qui favorise la concentration et l'apprentissage. Terminer toujours par une note positive, je vous ai dit, la dernière partie est très importante. Terminer par des encouragements sincères sur les efforts, même si tout n'est pas parfait. Voilà. Hem, la motivation, elle vient du plaisir d'apprendre. Si on n'a pas plaisir d'apprendre, on n'est pas motivé. Et donc forcément, si, on n'est pas encouragé ou si on n'est pas dans la bienveillance, on n'aura pas de motivation. Voilà, c'est un cercle vicieux, en fait. C'est ça qui est négatif. C'est pour ça que cette dernière étape que je vous ai dit sur le côté positif, on ne le fait rarement et je me mets dans le lot, mais c'est vraiment très utile. Vraiment. Voilà. Et on va avoir ce rituel qui va transformer les devoirs en moment de complicité qui renforce à la fois les apprentissages et le lien parent-enfant. On a tout là-dedans. Voilà. Donc, si vous voulez vous y mettre maintenant, vraiment, dès le début, essayez maintenant, dès aujourd'hui, déjà de créer un espace de travail, heu, un coin dédié avec tout le matériel nécessaire et un éclairage adapté. On définit ensemble le créneau horaire, il faut que ça soit ensemble parce que du coup, il faut que votre enfant rentre dans ce plan d'action et il va se sentir, motivé parce qu'il va se sentir, heu, compris, il va se sentir, pris en compte, voilà, et on instaure cette routine, dès le lendemain, dès le lendemain, on instaure la routine et dès le lendemain, on s'y met à cette routine. Voilà. Et on teste et on ajuste avec votre enfant. Ça, on observe ce qui fonctionne pendant 2 semaines, ce qui fonctionne pas, et on adapte selon les besoins avec votre enfant, avec son ressenti. Ça, c'est déjà très bien.
Voilà. Et donc, les devoirs, vraiment, c'est un apprentissage progressif parce que petit à petit, quand vous allez le mettre en place, et croyez-moi, quand vous allez vraiment le mettre en place, ça, vous allez petit à petit voir que son autonomie est là et derrière, vous allez être très peu sur son dos. Voilà. Il faut, au début, avoir vraiment, être un peu proche de lui, essayez d'être le plus patient possible, voilà, même si je sais qu'il y a la fatigue là, mais après vous allez voir que petit à petit, c'est tous ces efforts que vous aurez fait, ben du coup derrière, ça va payer parce que il va être, autonome, votre enfant et il va être motivé, il va travailler mieux, c'est certain. Voilà, voilà. Mais surtout, bien comprendre que la perfection, c'est pas l'objectif. De toute façon, personne n'est parfait. Personne. Donc c'est pas la perfection que l'on vise, mais plutôt la progression. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Moi, je suis là pour vous, bien sûr, pour vous tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.